me présenter, moi donc je m'appelle Benoît Dautréau, je suis chercheur plutôt plus près du, d'accord, chercheur en biochimie. Donc on va parler plutôt de chimie avec moi. Et je commençais à travailler sur l'ataxie de Friedreich il y a quelques années en fait, c'est assez récent, peut-être moins de 10 ans en fait. Et avec des soutiens en fait de l'association, avec des projets qu'on a eu avec Véronique, soutenus par la FAF, mais aussi soutenus par FARA, l'association américaine, et par l'association anglaise également. Et notre travail, nous, c'est d'aller... on utilise des stratégies, on va appeler ça des stratégies qui sont nouvelles, qui consistent à remplacer la molécule, enfin la protéine en fait, qui est manquante dans l'ataxie de Friedreich, qui est déficiente, la frataxine. Donc là, vous avez déjà eu une bonne introduction par Alexandra, par Hélène. Vous avez déjà eu une introduction sur l'ataxie de Friedreich, dont je ne vais pas refaire, et je ne suis pas le spécialiste de tout ça. L'important, c'est de comprendre que la maladie va être due à un niveau très diminué de cette protéine, la frataxine, donc c'est l'enzyme, la protéine dont on parle, de l'ordre de 80 à 95%. Et la fonction de cette protéine, on n'en a pas encore vraiment parlé. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? C'est le cœur un peu de notre questionnement, de comprendre ce que fait cette protéine pour essayer de trouver justement des remèdes pour la remplacer de manière pharmacologique. Donc cette protéine, elle intervient en fait dans la synthèse de cofacteurs qui sont des éléments constitués de fer et de soufre. Vous avez dû entendre parler du fait que le métabolisme du fer est très modifié dans l'ataxie de Friedreich, et c'est lié à son rôle dans la synthèse de ces cofacteurs qui sont constitués de fer et de soufre, et qui sont en fait essentiels au fonctionnement d'un très grand nombre d'autres protéines. Ce qui fait que quand on touche la frataxine, en fait, on touche énormément d'autres processus. Ce qui rend la découverte de traitements assez complexe. Et donc ces enzymes fer-soufre, comme je le disais, interviennent dans un très grand nombre de processus biologiques, métaboliques, pour produire de l'énergie, pour de la catalyse, de la signalisation, pour l'expression génétique même. Et donc le manque de frataxine va conduire à un déficit de ces groupements fer-soufre. Et puis également, il y a des effets secondaires à tout ça. C'est une accumulation de fer, du stress oxydant, donc on en a entendu parler. Le traitement en cours, l'OMAV, donc, va traiter principalement, je pense, le stress oxydant. Et donc comment agir sur cette maladie? Donc soit traiter les effets secondaires, on appelle les effets secondaires le stress oxydant, l'accumulation de fer. Donc il y a déjà eu beaucoup de projets de médicaments donc, qui sont distribués aujourd'hui. Augmenter le niveau de frataxine, là on va vraiment aller vers les causes primaires de la maladie, soit en injectant de la frataxine, donc Myriam vous en a parlé, soit augmenter le niveau d'expression de la frataxine, soit remplacer le gène avec de la thérapie génique. Et notre stratégie qui est très similaire à celle-ci, c'est de la remplacer, cette fois, par des molécules qui vont mimer sa fonction. Donc des petites molécules qu'on pourra... Oui, pardon. Excusez-moi. Donc là, ça va être très détaillé. Peut-être vous n'allez pas tout comprendre à ce que je vais dire, mais l'important, c'est de retenir les messages. C'est de... Donc, quand on regarde en détail ce que fait la frataxine, donc ça, c'est une cellule quelconque, on va dire, qui contient ces mitochondries. C'est là où se trouve la frataxine. Dans ces mitochondries, il y a la frataxine. Là, vous la voyez ici, elle est en bleu. Et elle interagit avec d'autres... Elle a des partenaires. Elle interagit avec d'autres protéines. Et ça permet, cet ensemble-là, permet de synthétiser ces groupements fer-soufre. Et donc, moi, je suis venu dans ce domaine, en fait, en étudiant principalement comment on faisait ces clusters fer-soufre, et on est venu à étudier la fonction de la frataxine dans ce processus. Et ensuite, ces clusters fer-soufre vont être insérés dans des protéines qui en ont besoin pour un nombre important de fonctions cellulaires. Et donc, les approches pour essayer de remplacer la frataxine, il faut déjà trouver en fait des modèles sur lesquels on va cribler. Cribler, ça veut dire qu'on va utiliser des banques de molécules
et on va essayer de trouver des molécules qui sont actives. Et donc on peut utiliser des modèles animaux, donc l'animal entier, mais on n'est pas sûr en fait d'aller toucher exactement le remplacement de la frataxine, parce qu'on peut toucher les effets secondaires, l'accumulation de fer, le stress oxydant, et c'est difficile dans un criblage d'avoir immédiatement la réponse sur quels sont les processus qui sont touchés. On peut utiliser des cellules, là on se rapproche un peu plus de la frataxine elle-même, mais encore une fois, on va avoir différents effets, et on n'est pas certain immédiatement de l'effet que ça peut produire sur le remplacement de cette frataxine. Donc nous, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle un système reconstitué. Reconstitué, ça veut dire qu'on a réussi à isoler juste ça, et donc il n'y a plus de cellules, il n'y a que ce complexe. On appelle ça un complexe parce que c'est compliqué, mais parce que c'est constitué de plusieurs protéines, dont la frataxine. Et grâce à ce système-là, en fait, on peut cibler vraiment extrêmement spécifiquement maintenant la question qu'on pose, c'est-à-dire remplacer la frataxine. Et là, à partir de ce système reconstitué, on va cribler, donc on va tester des molécules et essayer de trouver des molécules actives. Donc l'avantage, c'est qu'on est très spécifique. Le désavantage, c'est que ces molécules, peut-être, ne vont pas rentrer dans les cellules, peuvent être toxiques. Donc ça, Véronique va vous en parler un petit peu après. Comment, dans un deuxième temps, on va aller tester ces molécules dans un système beaucoup plus physiologique. Pour répondre à ces questions, donc comme je vous le disais, ici, on isole ce processus pour aller chercher des molécules qui sont actives. Alors, pour rentrer dans les détails vraiment de la fonction de la frataxine, je ne suis pas encore rentré vraiment dans le détail moléculaire de sa fonction. Là, ce que l'on voit ici, ce sont des expériences dans lesquelles on va mesurer la vitesse de formation de ces clusters fer-soufre. On appelle ça des clusters en anglais, des groupements fer-soufre. Et ce que l'on voit, là, c'est le temps. Donc, au cours du temps, on voit que quand on a de la frataxine dans notre test, il y a une certaine vitesse pour produire ces clusters, mais quand il n'y a pas de frataxine, c'est plus lent. Et donc, son rôle, c'est d'accélérer ce processus. Et comment elle fait pour accélérer ce processus ? Là, ça a été une question qui a intéressé énormément de chercheurs dans le monde, pas que nous, pour comprendre sa fonction, et ça a été vraiment une question complexe de comprendre cette fonction. Comment elle fait pour accélérer ce processus ? Et on n'est toujours pas, on ne sait pas exactement comment elle le fait. Ce que l'on sait, ce qui a été proposé initialement, c'est que la frataxine apportait le fer. On pensait que la frataxine venait apporter le fer au processus pour synthétiser ces clusters. Et maintenant, on a vraiment une idée plus spécifique, que la frataxine apporte le soufre, en fait. Et c'est ce qu'on a pu montrer dans notre labo, et également un groupe américain qui a pu montrer ça, et d'autres laboratoires qui ont pu observer que en fait, la frataxine est importante pour apporter le soufre. Donc on a pu vraiment identifier sa fonction et cibler spécifiquement maintenant, et trouver des médicaments des molécules en tous les cas dans un premier temps, qui vont la remplacer. Donc comment ce projet en fait, se développe au laboratoire ? Donc c'est soutenu par ces deux associations qui nous ont permis d'acheter en fait, du matériel pour aller faire du criblage. Donc le criblage, Hélène en a parlé, en fait, on va faire ça ici, vous ne le voyez peut-être pas, ce sont des petites plaques dans lesquelles il y a plusieurs puits, et on va mettre dans chaque puits une molécule, et puis on va mettre notre système sans la frataxine, pour essayer de trouver des molécules qui ont le même rôle. Et la petite subtilité ici, c'est que ce processus de formation des centres fer-soufre, quand il n'y a pas la cellule autour, il est très sensible à l'oxygène de l'air. Et donc, on est obligé d'isoler ce processus dans ce qu'on appelle une enceinte anaérobie, dans laquelle il n'y a pas d'oxygène, très peu. Et ça aussi, ça a été donc l'association le financement par l'association nous a permis d'acheter ce matériel. Et on va suivre la formation de ces clusters, ces groupements fer-soufre, grâce à ce lecteur de plaques. Et pour l'instant, ce que nous avons criblé, c'est la Chimiothèque nationale. Donc, c'est une chimiothèque qui est constituée par l'apport des chimistes français, de tous les laboratoires qui le désirent, peuvent déposer leurs molécules dans cette chimiothèque. On appelle ça la Chimiothèque nationale. Il y a environ 80 000 molécules aujourd'hui dans cette chimiothèque, et elles sont disponibles. En déposant des projets, on peut obtenir une partie ou la totalité de ces molécules. Et ce que nous avons fait, nous, au lieu de partir directement sur un criblage de 80 000 molécules, qui prend quand même du temps, on a utilisé une approche de présélection des molécules par ce qu'on appelle du criblage virtuel, c'est-à-dire que grâce à la structure de ce complexe, on peut imaginer les molécules qui vont aller se fixer ici à la place de la frataxine.
et présélectionner les molécules. Donc ici, on a rangé toutes les molécules en fonction de leur meilleure efficacité prédite. Et on a testé les 400 molécules avec la meilleure affinité, on appelle ça de l'affinité, pour le site de fixation de la frataxine ici. Et aujourd'hui, donc, on a testé ces molécules déjà, et on a obtenu, là vous voyez le résultat en fait d'un criblage. Tous les points, c'est une molécule. Ici en rouge, c'est la frataxine, donc avec un niveau très élevé. Et on a un certain nombre de molécules, certaines ont été exclues parce qu'en fait, quand on regarde de près, ce ne sont pas vraiment des molécules actives, il y a des faux positifs. Et puis, il y a un certain nombre de molécules qu'on a, après plusieurs essais, avec une bonne reproductibilité. On en a sélectionné 8 aujourd'hui, qu'on a validé dans des tests de dose-réponse, et puis avec des analogues aussi. Et on a voilà, ces molécules aujourd'hui qu'on teste, mais on est encore juste à ce stade, en fait. On n'a pas encore le stade d'aller tester ces molécules dans des animaux complets, et ça, c'est dans le projet qu'on a avec Véronique, c'est la suite. Donc on est presque à lui donner des molécules, et je vais lui passer la parole. Merci Benoît. Donc, bonjour à tous, je suis donc Véronique Monnier. Alors, il faut que je comprenne comment ça marche. Ah, voilà. Je suis enseignant-chercheur à l'université Paris-Cité. Et dans notre équipe, on s'intéresse à différentes maladies neurodégénératives et cardiaques et on utilise la mouche drosophile comme modèle d'étude. Alors, ça peut paraître un petit peu exotique, mais pourquoi est-ce qu'on utilise la mouche ? Il y a plusieurs raisons, hein, mais notamment, c'est un organisme qui est de petite taille, donc en fait, on peut faire des études sur des grands effectifs. La durée de vie est courte, ça veut dire qu'on peut faire des études assez rapidement. Et puis, on peut tester, pour ces raisons-là, un nombre important de composés des composés candidats qui pourraient potentiellement être de futurs médicaments. Alors, comment est-ce qu'on peut étudier la taxide Friedreich chez une mouche ? Alors, on bénéficie du fait que la frataxine, c'est une protéine très conservée. Et donc, la mouche drosophile, elle a un gène de la frataxine. Et donc, l'approche qu'on a développée ces dernières années, et en grande partie grâce au soutien de la FAF, eh bien, c'est d'aller récupérer de... Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Oups, là. D'aller récupérer de l'ADN de patients Friedreich, c'est le pointeur que je trouve pas, mais c'est pas grave, qui contient des expansions GAA, et on a introduit ces expansions GAA dans le gène de frataxine de drosophile grâce à une technologie dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle CRISPR-Cas9 ou Cas9. Et donc, de cette façon-là, on a obtenu plusieurs lignées de drosophiles avec différentes tailles d'expansion GAA. Et donc, le modèle sur lequel on travaille principalement maintenant, en fait, il contient 42 GAA, et c'est celui-là que je vais vous montrer. Donc, en fait, ces mouches, elles reproduisent un certain nombre de caractéristiques de la pathologie. Elles ont un déficit en frataxine. Hein, le frataxine a diminué le niveau de frataxine d'environ 10% par rapport au niveau des mouches sauvages. Leur durée de vie est courte, elles vivent une dizaine de jours, elles sont hypersensibles au stress oxydant. Elles ont, comme vous voyez sur cette petite vidéo, hein, elles ont des problèmes locomoteurs qui apparaissent en fait. Là, ce que vous voyez, c'est une mouche de 7 jours, donc l'adulte jeune, en fait, il se déplace normalement et en fait, en l'espace de quelques jours, hein, on voit apparaître ces défauts locomoteurs. Et puis, elles ont aussi des problèmes cardiaques avec un cœur qui est dilaté et qui ne se contracte pas bien. Donc, quels sont nos objectifs sur ces modèles ? Alors, comme dans la lignée directe de ce que vous a présenté Benoît, eh bien, on va pouvoir évaluer les composés identifiés chez Benoît pour leur capacité à améliorer ces déficits quand on les incorpore dans l'alimentation des mouches. Et puis, on a aussi deux autres axes. On cherche à évaluer des composés, des molécules, et puis des compositions de l'alimentation qui permettent de limiter l'absorption intestinale du fer et de cette façon-là, de diminuer l'accumulation de fer dans le cerveau, parce qu'on a des données qui nous montrent que ça peut améliorer la durée de vie des mouches. Et puis, on a un dernier axe qui est plus fondamental, qui s'appuie sur le fait que dans notre lignée, on a pu identifier au fil des générations, il y en a beaucoup de générations chez les mouches, ça se reproduit très vite. Donc au fil des générations, on a vu émerger des sous-populations qui vivaient plus longtemps, 2 à 3 fois plus longtemps, et tout en ayant un niveau bas de frataxine. Et donc ça, on cherche à comprendre pourquoi
ces populations de mouches en fait, deviennent finalement résistantes au déficit aflatoxine et on cherche à identifier les gènes qui sont impliqués dans ce phénomène. Et donc ces deux derniers axes là, en fait, sont soutenus par la FAF dans le cadre de l'appel d'offres en partenariat avec la Fondation Maladie Rare de l'année dernière. Donc on a démarré grâce au soutien de la FAF ces aspects-là. Voilà, je vous remercie. Alors je crois qu'on a juste voilà nos deux équipes et les personnes qui participent au projet ou qui ont participé auparavant. Et puis, merci.